Et donc dans cette petite présentation, je souhaiterais vous faire un petit aperçu des technologies pour les personnes âgées, très rapide, et vous expliquer un petit peu là où on en est, et les perspectives qu'on peut attendre, et les obstacles qui restent, et donc l'intérêt possible de continuer dans cette démarche. Alors, évidemment, notre intérêt, ça va être de s'occuper des personnes âgées fragiles. On en a longuement parlé dans la journée. C'est sans doute pour eux que la fragilité soit somatique ou cognitive, que ces technologies pourront évidemment avoir un intérêt, mais également pour des personnes âgées en bonne santé ou des personnes âgées souffrant de différentes affections somatiques autres. Alors, quel va être l'intérêt des technologies? Il va être à plusieurs niveaux. Un premier niveau, ça va être bien sûr de détecter les symptômes, les situations à risque. Le deuxième, ça va être plus sur le mode thérapeutique, par exemple en matière de stimulation ou entraînement cognitif, de mobiliser les ressources résiduelles du patient en cas de déficit cognitif. Également, ça pourrait avoir un intérêt dans l'exercice physique. Ça peut également être utilisé dans l'assistance pour pallier certains déficits, là aussi cognitifs ou somatiques, par l'aide à la vie quotidienne. Je donnerai quelques exemples, et puis également bien sûr pour soutenir, informer les familles et les professionnels dans la prise en charge des personnes âgées. Alors, dans ces technologies, à l'heure actuelle, il y a un certain nombre, on s'aperçoit qu'il y a un foisonnement de ces technologies depuis quelques années, venant essentiellement des industriels, et on a encore du mal à faire la part de celles qui pourraient être utiles, celles qui sont moins utiles, et d'avoir des arguments convaincants pour montrer véritablement leur efficacité. On est dans une phase où on a des éléments sur l'utilisabilité, l'acceptabilité, des petites études pilotes, mais on n'a pas de grandes études randomisées qui permettent d'avoir suffisamment de preuves. Alors, quelles sont les barrières à la diffusion? Bien, les personnes ont des besoins divers, en particulier celles qui ont des troubles cognitifs, et donc, en fait, on va se trouver avec des technologies qui, à la fois, ont l'intérêt de pouvoir être adaptées aux personnes, mais qui doivent répondre à des besoins divers, en particulier quand les maladies évoluent. Il y a le fait de l'utilisabilité de ces technologies. Évidemment, les personnes âgées qui ont 80 ans actuellement n'ont pas eu l'habitude d'utiliser les technologies, et donc elles restent complexes pour elles, en particulier quand bien sûr elles ont des troubles cognitifs. Il y a encore une faible acceptabilité car il y a une faible valeur perçue, il y a, comme je disais, manque d'évaluation. Il y a aussi une insuffisance d'information auprès des personnes âgées, de leurs aidants et des professionnels. Et puis, il y a des questions qui se posent encore de stigmatisation liée à l'utilisation de ces technologies, et puis d'intrusion dans la vie privée, qu'en est-il de la dignité du patient, et des questions de cet ordre-là. Et pour l'instant, il n'y a encore pas de modèles qui permettent d'inclure les technologies dans le parcours de soins. On parlait du PARPA ce matin. On n'a pas encore des recommandations en fonction de tel stade. Vous allez utiliser telle technologie. Et puis les coûts sont encore élevés. Là, le PARO, il est encore quand même à 5 000 €. Alors, une façon d'approcher nationale et européenne, c'est par le biais des Living Labs. Alors, les Living Labs, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois, ça va permettre de développer les technologies, mais ce qui est important, c'est que c'est à la fois dans le laboratoire, mais aussi dans la vraie vie. Parce que ça n'a pas d'intérêt de développer des technologies au laboratoire, de les tester là, et qu'en fait, elles ne soient pas utilisables chez les personnes, dans la rue, chez eux et au long cours. Donc c'est vraiment l'idée, c'est au laboratoire, mais aussi dans la vie des gens, et ces technologies, bien sûr, elles vont permettre de recueillir des données au long cours, qui permettront, avec l'idée qu'on ait des éléments à la fois diagnostiques grâce au suivi, et des éléments thérapeutiques. On parlait par exemple tout à l'heure des médicaments. Elles peuvent par exemple aider à suivre l'observance des médicaments.
Alors, pour revenir à la conception, comment on fait quand on veut développer une technologie à partir des besoins, eh bien, on va faire l'analyse des besoins des gens, on va créer ces technos, on va l'évaluer avec des personnes âgées, selon la population à laquelle on souhaite que cette technologie s'adresse. Et puis, en fait, par des cercles itératifs, avec d'abord une petite évaluation au laboratoire, puis une évaluation au laboratoire, mais dans des conditions plus réelles, proches de la vraie vie, puis à la maison, on va s'approcher d'une technologie qui répond aux besoins des personnes. Je vais vous donner aussi quelques éléments. Alors, comment on les évalue? Eh bien, il y a plusieurs phases. Donc, il y a l'étude des besoins, dont j'en ai parlé un petit peu, l'évaluation des produits avec les aspects d'utilisabilité, d'acceptabilité, c'est-à-dire utilisabilité, est-ce que c'est facile à utiliser, est-ce que les gens vont pouvoir utiliser les interfaces, et puis acceptabilité, est-ce que les personnes vont avoir envie d'utiliser ces technologies chez elles, au long cours, où ils ne vont pas les abandonner immédiatement dès que finalement l'animateur, le médecin, le psychologue aura le dos tourné. Et puis l'idée, c'est bien sûr d'évaluer aussi pour ces technologies le service médical rendu ou le service social rendu et de faire des recommandations. Alors il y a plein de méthodologies, il y a des méthodologies, je n'entrerai pas dans les détails en fonction des écoles, bien sûr. Et l'idée, c'est aussi de recueillir des indicateurs neuropsychologiques, comportementaux, d'imagerie cérébrale, ça peut être intéressant également, et puis des mesures physiologiques, par exemple en vitesse de marche. Et justement, ce qui peut être particulièrement intéressant, il y a un certain nombre de projets, dont un projet actuellement du Gérontopole de Toulouse, qui est de suivre une cohorte de personnes avec grâce à des semelles dans les chaussures qui permettent de suivre au long cours différents paramètres de la fragilité, petits capteurs dans la semelle, en particulier le poids, la vitesse de marche, et on l'a vu ce matin, ce sont des critères majeurs. Et donc suivre des cohortes avec des indicateurs qui permettent le suivi quotidien des personnes peut, bien sûr, en plus des éléments cliniques, des éléments biologiques, des éléments radiologiques, apporter des éléments tout à fait intéressants pour connaître les bons marqueurs et savoir avoir une meilleure connaissance de la fragilité. Ça peut également, ces technologies peuvent être utilisées pour évaluer le bénéfice d'intervention. À Broca, c'est d'ailleurs Marie Lorceau qui va monter cette étude. L'idée, c'est on l'a vu aussi ce matin, l'activité physique et l'alimentation équilibrée sont des interventions tout à fait majeures pour les personnes préfragiles et fragiles, avec l'idée de reculer la dépendance. Mais l'adhésion des personnes âgées ou de tous à ces programmes, en particulier d'activité physique, est variable. Et on sait que le fait de suivre un traitement ou pas suivre un traitement, suivre une intervention ou non, évidemment, est majeur, et on le contrôle moins, on le contrôle peu dans les conditions normales. Là, les technologies peuvent tout à fait aider. L'idée, c'est d'avoir de groupes d'autosurveillance avec les gens bénéficiant de l'intervention, à la fois l'intervention physique et l'intervention nutritionnelle, et puis un groupe bénéficiant de l'actimétrie, un autre groupe n'en bénéficiant pas, et de voir si effectivement ceux qui s'autogèrent en suivant leur activité physique, est-ce qu'effectivement ils sont de meilleurs résultats. Donc voilà, c'est un exemple pour montrer comment les technologies peuvent apporter des éléments à la fois au diagnostic et au suivi des personnes. Dans la deuxième partie, j'insisterai plus maintenant sur des technologies d'assistance qui vont donc en fait servir à aider dans la vie quotidienne ou favoriser l'entraînement cognitif dans des situations, en particulier les troubles cognitifs, où on n'a pas encore de thérapeutique curative, comme vous le savez. Exemple, soutenir la mobilité. Donc on a un certain nombre de dispositifs de sécurité, de géolocalisation, déambulateurs intelligents, capteurs de chute. Pour donner l'exemple des capteurs de chute, ils sont particulièrement intéressants
quel que soit il y a un certain nombre de capteurs de chute, leur spécificité est très bonne, proche de 100. En revanche, leur sensibilité est entre 60 et 70. Il y a encore beaucoup de faux positifs et en particulier on l'évalue à Broca et souvent le capteur sonne alors que c'est une bonne chose, la personne n'est pas tombée. Autre exemple, pour soutenir les activités de vie quotidienne et la communication, il y a eu un certain nombre de projets, mais qui en sont, là, vous le voyez, encore des stades d'utilisabilité et d'acceptabilité. Il s'agit d'un très beau projet qui s'appelle un système coach, qui était parmi les premiers, où en fait, pour une personne qui a des troubles cognitifs est guidée dans son lavage de main par en fait une caméra qui voit ce qu'il fait, qui compare à la séquence prévue et qui lui donne des conseils pour poursuivre. Donc ça, à partir de ça, il y a un certain nombre de développements et en particulier, à l'heure actuelle, il y a pas mal de travaux sur la robotique ou sur les avatars, avec l'idée là aussi d'une sorte de coach qui pourrait guider les personnes dans l'accomplissement de leurs activités de vie quotidienne en leur rappelant les rendez-vous, les médicaments à prendre, les tâches à faire, etc., etc. Mais on en est encore là au stade de la recherche, là aussi, développement de modèles, d'avatars, développement de robots et étude de l'utilisabilité et de l'acceptabilité par les personnes. En matière de stimulation cognitive, nous, comme vous savez, on s'y intéresse beaucoup, puisque c'est Jocelyne de Rotrou qui a commencé il y a très longtemps, et puis elle a fait un programme qui a été mis sous forme de logiciel, avec des exercices de stimulation cognitive. C'est intéressant, mais comme vous le savez, on se heurte en fait à deux éléments, et c'est bien dit déjà dans la littérature, à la fois au fait que le transfert, on améliore les fonctions cognitives, et comment transférer cette amélioration des fonctions cognitives aux véritables tâches de la vie quotidienne. Et puis il y a un autre point qui est que parfois sur des exercices simples, bien que les gens soient très intéressés, il y a un risque de se lasser au long cours. Il y a même des travaux qui montrent que des gens sont améliorés sur le plan des fonctions cognitives, mais en fait à distance cette amélioration diminue et disparaît parce qu'en fait ils ne poursuivent pas la stimulation cognitive. D'où l'intérêt ces dernières années d'utiliser plus les serious games qui vont plus avec l'idée que le jeu va plus engager la personne. La notion d'engagement est importante, les chercheurs travaillent sur cette notion-là, et donc plus la motiver pour poursuivre l'entraînement, la stimulation cognitive. Et effectivement, on s'aperçoit que du fait de la persistance de la mémoire procédurale, comme vous savez, les gens s'améliorent, les patients souffrant de troubles cognitifs s'améliorent sur les jeux tout en ne se souvenant pas parfois qu'ils ont joué. Mais néanmoins, il y a un aspect très positif avec une dynamisation et un sentiment de confiance en eux-mêmes qui réapparaît. Donc là, c'était une thèse d'un jeune de nos étudiants, et on voyait sur un certain nombre de patients, au fur et à mesure des sessions, les patients améliorent leur performance tout en ne s'en souvenant pas forcément. Une petite étude pilote en EHPAD, mais avec un petit nombre de patients comparant l'activité justement. Alors il s'agissait, en fait, j'aurais dû vous dire, il s'agissait d'une activité ou de musique au cours de laquelle la personne, le patient qui a des troubles cognitifs, pointe les notes au fur et à mesure du passage d'une chanson, et donc c'est lui qui déclenche la chanson en pointant sur les notes au fur et à mesure du passage des images sur l'écran. Donc ça plaît beaucoup, c'est pour des patients qui ont des troubles cognitifs sévères, et en EHPAD, on a vu un petit bénéfice, mais sur, en comparant jeux de société versus programme de musicothérapie, malheureusement sur un petit nombre de patients. Là, juste pour vous dire quelques mots des robots sociaux, en voilà un, là, c'est le Paro. Les robots sociaux existent depuis un certain nombre d'années. Là, je vous montre aussi le chat Nekoro et le chien Ibo. Et ils ont été évalués dans la littérature avec un bénéfice à la fois sur la communication, sur le langage, en favorisant le lien non seulement avec la bestiole, avec le robot, mais également avec les personnes autour, le robot étant un médiateur de la communication. Alors on avait eu la possibilité de l'étudier il y a quelques années, il y a 2-3 ans,
pendant quelques semaines ce robot paro avec des gens ayant des troubles cognitifs très sévères, à la fois en petits groupes et de façon individuelle. Et effectivement, on a vu des résultats très intéressants avec en particulier une augmentation très importante des interactions des personnes, non seulement avec le robot, mais avec l'animateur et avec les autres membres présents. Et pour les personnes de façon individuelle, on avait vu aussi quelque chose de très intéressant, avec notamment des personnes ne parlant plus du tout grabataire, se mettant de nouveau à parler, ou des personnes ayant des troubles du comportement, avec notamment des vocalisations permanentes, améliorées par ce traitement. Alors bien sûr, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin et il y a un certain nombre de travaux à l'heure actuelle. C'est peut-être celui-là, le paro est sans doute le plus étudié à l'heure actuelle, visant à comparer l'intervention par le paro avec une autre intervention, que ce soit par exemple un chien, ou bien d'autres activités comme des activités de lecture, ou même un autre animal, une peluche qui lui ressemblerait. Alors là, c'était paro versus chien, et là, on avait effectivement un petit bénéfice en faveur du paro, sur en particulier le sentiment de solitude. Ce qui est difficile avec ces patients qui souffrent de démence à des stades sévères, c'est bien sûr de trouver les bons indicateurs pour montrer le bénéfice. Alors, à l'heure actuelle, il y a une grosse étude australienne avec 400 patients en train de bénéficier de cette intervention. Et puis, Georges Pizzica, Dr Georges Pizzica était en train de monter une étude en EHPAD en comparant le paro à une peluche, et dans le cadre d'une étude préliminaire, mais qui paraît prometteuse. Alors, un point important, pour bientôt finir, c'est de familiariser les personnes avec ces technologies, puisque c'est une génération qui n'a pas forcément l'habitude. Néanmoins, les personnes participent bien volontiers. Nous avons d'ailleurs des représentants dans la salle de génération 13, des administrateurs qui travaillent avec nous de façon au long cours depuis plusieurs années. Et donc, le café multimédia est une occasion de réunir en particulier les personnes isolées, tous les participants, en particulier de l'arrondissement qui souhaitent participer. Et c'est l'occasion aussi de réfléchir sur les aspects éthiques dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est à la fois l'occasion de se familiariser avec les technologies et de réfléchir aux aspects éthiques. Je n'entrerai pas dans les détails, mais tout ce qui touche à l'autonomie, la machine, est-ce que la machine met en péril l'autonomie de la personne? Qu'en est-il du consentement? Qu'en est-il de la dignité? Et qu'en est-il de la justice pour ces technologies qui restent encore coûteuses? Donc ça, c'est un exemple de café multimédia avec des gens en bonne santé, des gens d'autres ayant des troubles cognitifs, qui permettent de donner une véritable dynamique et de permettre aussi que des technologies qui sont évaluées le soient au long cours en maintenant la motivation. Et pour finir, deux points sont très importants. La première, c'est qu'il faut maintenant qu'on a quand même un certain nombre de technologies qui montrent leurs bénéfices, il va falloir les intégrer dans véritablement les parcours de soins. Et il y a maintenant des travaux particuliers de certaines ESA qui commencent, équipes de soins Alzheimer, qui commencent à utiliser ces technologies, à partir des ergothérapeutes, et qui commencent à les introduire dans les parcours de soins, et faire des recommandations pour que ces technologies soient utilisées à bon escient. Pour finir, quels sont les domaines à venir? Bien sûr, comme vous l'avez vu, je vous ai surtout fait des petits exemples, mais il va falloir évaluer ces technologies et entrer vraiment dans des évaluations randomisées en comparant à des interventions proches, en sachant les difficultés qu'on a avec ce type d'intervention, mais c'est néanmoins indispensable. Travailler sur les guides de bonne pratique, et en particulier les centres d'expertise nationaux en robotique, sur les interfaces et sur la stimulation cognitive, travailler dans ce domaine.
former les patients, les professionnels et les familles. Parfois, ce sont plutôt les professionnels et les familles qui sont plus réticents que les personnes âgées elles-mêmes. Et puis, bien sûr, respecter le cadre éthique d'utilisation. Et puis, si vous voulez en savoir plus, je vous invite aux journées de la Société française de technologie pour les personnes âgées qui aura lieu le 24 et le 25 novembre. Et la première journée se passe à l'Institut, à l'Académie française, et il y aura une première qui sera la rencontre des philosophes et des robots. Donc on aura tout plein de robots qui rencontreront tout plein d'éminents philosophes, et on verra ce qui ressort de cette rencontre en première. Étonnante. Voilà, je vous remercie.